Pearl Harbor, une victoire tactique japonaise exceptionnelle, un raid surprenant et fantastique pour l'époque. Pearl Harbor, l'une des plus belles bases aéronavales de l'US Navy. Alors je me suis souvent demandé, mais comment les Américains ont-ils pu se laisser surprendre? Comment leur puissance maritime a-t-elle pu prendre un tel coup? Alors si tu as envie de connaître les lacunes américaines qui ont permis cette victoire tactique japonaise, alors on y va, les Japs attaquent! Salutations compagnons et compagnonnettes, je suis Balian Taillefer, forgeron médiéviste et historien. Aujourd'hui, l'épisode 4 de la guerre du Pacifique, cette guerre qui est si peu connue pour nous autres Européens. Ce qui est important à comprendre, c'est que la puissance militaire américaine ne ressemble pas du tout à celle de 1945. Tout le monde connaît la puissance de l'US Navy en 1945. Ces cuirassés magnifiques, avec des tourelles de 3 canons de 406 mm. Les Alabama, les New Jersey, les New Mexico, les Missouri. Et toutes ces flottes de croiseurs, de destroyers, toutes ces flottes de porte-avions. Mais en 1941, ce n'est pas du tout le cas. Les Américains sont vraiment peu préparés à une guerre mondiale. Petit retour en arrière. Début du 19e siècle, dans les années 1817-1825, le président James Monroe définit la doctrine Monroe. C'est-à-dire que les Américains vont se contenter de régler leurs affaires militaires et stratégiques sur le continent américain et ne vont plus s'intéresser au reste du monde. Si les Européens ou une autre puissance ne les attaquent pas, ils ne se mêleront pas des affaires du reste du monde. Cette doctrine est en partie reprise par le président Woodrow Wilson, celui qui a voulu faire œuvre de paix en créant la Société des Nations en 1920. Malheureusement, dans sa tactique de neutralité, le Sénat américain a refusé d'adhérer à cette SDN. Alors les Américains se concentrent sur leur précaré, le continent nord évidemment, l'Amérique du Sud et leurs possessions dans le Pacifique. Évidemment, les intentions belliqueuses des Japonais sont clairement identifiées par les Américains. N'oublions pas que les Japonais ont d'abord envahi la Mandchourie, puis la Chine, et ont ensuite implanté des contingents militaires en Indochine. Et en 1941, Anglais, Hollandais et Américains, qui occupent donc ce sud-est asiatique, s'attendent à une attaque japonaise. Oui, mais où? Où les Japonais vont-ils attaquer? Parce qu'évidemment, lorsqu'en juillet 1941, les Américains gèlent les avoirs japonais dans le monde et organisent un blocus économique autour de leur île, les Japonais privés de matières premières et d'énergie n'ont plus qu'un seul moyen, la guerre, pour recouvrer ces matières premières qui manquent tant à leur industrie. La guerre semble donc inévitable dans le sud-est asiatique. Mais où les Japonais vont-ils frapper? Ici, chaque stratège, qu'il soit américain ou anglais, va s'intéresser à son petit précaré. C'est-à-dire que les Américains pensent que l'attaque se focalisera sur les Philippines, qui leur appartient. Les Anglais, eux, sur certaines parties de leur empire. Mais en automne 1941, personne n'aura l'idée et l'audace de croire qu'un raid japonais puisse se faire sur Pearl Harbor. Parce que Pearl Harbor se trouve à plus de 5000 km des îles japonaises. Alors, est-ce que les Américains sont prêts à un affrontement dans le Pacifique? Eh bien, franchement, non. Il y a des lacunes stratégiques, tactiques et également un gros problème psychologique lié aux élites militaires américaines. Tout d'abord, comme dirait Sun Tzu, pour faire la guerre, il faut se connaître soi-même et bien connaître son adversaire. Or, les Américains ne connaissent pas les Japonais. Il faut bien comprendre ici qu'il y a une certaine conception raciste du pouvoir américain politique et militaire. Les Américains prennent les Japonais pour des imbéciles et pensent qu'ils ne pourront jamais égaler leur puissance militaire. Il y a un autre facteur. L'empire nippon s'est refermé sur lui-même. Depuis la fin des années 30, il n'y a plus aucune coopération militaire ou diplomatique entre USA et Japon. Aussi,
les Américains ne connaissent absolument rien au potentiel militaire japonais. Et ils ont même tendance à largement sous-estimer ce potentiel, qui pourtant leur fera tellement de mal dans les premières années de la guerre du Pacifique. Un exemple, l'état-major américain ne connaît rien de la puissance des cuirassiers japonais, ni du nombre et des capacités techniques de leurs chasseurs et bombardiers. L'exemple du Mitsubishi Zero, qui sera probablement l'un des meilleurs avions de chasse de toute la Seconde Guerre mondiale. Les Américains ne connaissent pas son potentiel. Et pourtant, ils auraient dû. En mai 1941, un Zero est abattu près de la ville de Chengdu, en Chine. Aussitôt, les Chinois font part de leur découverte aux autorités américaines, qui envoient des techniciens qui vont disséquer l'avion. Et donc, comprendre comment il fonctionne et quelles sont ses possibilités au combat et sa vitesse. C'est d'autant plus triste que les Américains auraient dû connaître les possibilités de l'aviation japonaise. Parce que souvenez-vous, dans une des vidéos que j'ai réalisées, l'escadrille des tigres volants a eu maille à partir avec les Zéros. Et donc, les Curtiss ont pu se battre contre ces appareils japonais et évaluer leur puissance. Mais tous ces comptes rendus seront enterrés par l'amirauté américaine. C'est bien dommage. De même, les Américains négligent le potentiel des bombardiers en piqué et avions torpilleurs Nakajima Kate et Aichi Détroit. Et ils pensent que ces avions ne sont que le plagiat de modèles européens. Quelle grave erreur! Les Américains jugent donc les capacités manœuvrières et militaires de l'aviation japonaise bien inférieures aux leurs. Première erreur. Seconde erreur, souvenons-nous que le Japon est en guerre avec la Chine et partant avec tous les volontaires qui se battent aux côtés des Chinois. Il y a eu les Russes, il y aura les Américains. Et les pilotes de l'aviation japonaise ont donc engrangé un immense capital d'expérience opérationnelle, ce qui manque énormément aux pilotes américains. Non seulement les aviateurs japonais sont excellents, mais en plus, ils chevauchent des avions de combat exceptionnels. Évidemment, il y a là, tristement, une conception raciste. Le pilote japonais ne peut qu'être inférieur au pilote américain. Et cela, les états-majors américains en sont persuadés. Ils les verront à l'œuvre le 6 décembre 1941, au petit matin, sur la base de Pearl Harbor. Ensuite, si les services secrets anglais et américains savent que l'attaque aura lieu d'ici quelques semaines ou quelques mois, nous sommes en septembre 1941, ils ne savent donc pas où. Les possibilités d'attaque vont donc, suivant les avis, de Bornéo à la Thaïlande, en passant par Singapour, la Malaisie, jusqu'aux Philippines. Bref, partout, mais pas au bon endroit. Alors que les services secrets occidentaux ont compris, de par l'activité et le changement des mots de passe dans les rapports codés japonais, qu'une attaque se prépare et qu'elle aura lieu avant la fin de l'année 1941. Mais tout cela est passé au second plan. Par exemple, le général MacArthur pense à une attaque sur les Philippines. Du côté des amiraux américains, on pencherait plutôt sur Midway. Alors, on va envoyer, la semaine précédant le raid de Pearl Harbor, des porte-avions à Guam et à Midway pour ramener un contingent d'appareils de chasse pour défendre ces îles, au cas d'un raid éventuel. C'est d'ailleurs ce qui va sauver les Américains, parce que ces porte-avions ne seront donc pas à Pearl Harbor lors de l'attaque. Mais personne, chez les Américains, ne pense à Pearl Harbor. Un raid logistique de plus de 6000 km n'a jamais été tenté. C'est effectivement une nouveauté dans l'art de la stratégie militaire. Les Américains sont trop confiants. Il y a une très mauvaise interaction entre le pouvoir d'analyse et d'éclairage de l'US Navy par rapport à l'US Air Force. Un exemple tout bête, l'amiral Kimmel, qui est à Pearl Harbor, ne songe pas à envoyer les hydravions de reconnaissance de l'US Navy plusieurs centaines de kilomètres au large de Pearl Harbor. Pourquoi? Parce qu'il pense que l'US Air Force a envoyé ses B-17 à long rayon d'action pour justement éclairer la zone, au cas où les Japonais arriveraient. Et puis, fin novembre, on se rend compte que la grande escadre de porte-avions japonais a disparu. Où sont-ils? L'amiral Kimmel dira même, pour ce que j'en sais,
l'escadre japonaise pourrait très bien doubler le cap de Diamond Head sans que nous le sachions. Le cap de Diamond Head, c'est le cap qui se situe au sud de l'île d'Oahu, près d'Honolulu. Ainsi, les Américains sont aveugles. Ils ne savent rien. Ils n'ont rien anticipé. La seule chose qu'ils savent, c'est que les Japonais vont les attaquer sous peu. Mais quand? Mais alors, vous allez me dire, la rade de Pearl Harbor était quand même bien défendue avec tous ces navires. Alors certes, les Américains disposent de nombreux radars. Mais les postes de radar qui sont situés au sol n'ont pas la même qualité et le même potentiel que les radars anglais, qui ont la maîtrise mondiale de ce dispositif relativement nouveau pour l'époque. De même, les radars des cuirassés et des croiseurs vont être gênés par les monts qui ceinturent la rade. Ils seront quasiment aveugles. Alors, quand les techniciens vont voir apparaître sur leur écran radar une multitude de points qui leur indiquent que la flotte aérienne japonaise va les attaquer, ils ne vont pas y croire. Et quant au dispositif antiaérien, qu'en est-il? Effectivement, si on compte le nombre de pièces de DCA, de canons antiaériens, de mitrailleuses, de 7,62 ou de 12,7 et des canons allant du 20 mm jusqu'au 40 et au 60 mm antiaériens, il y a de quoi détruire toute l'escadre aérienne japonaise. Encore faudrait-il que les Américains sachent qu'ils vont être attaqués. Alors, quand les premiers bombardiers torpilleurs vont apparaître dans le ciel, il sera trop tard. Les matelots et les équipages des navires vont être pris complètement au dépourvu. La piste de l'aérodrome militaire va être bombardée. Les avions vont être détruits au sol. Seuls quelques-uns, une infime quantité, pourront s'élever dans les airs pour aller lutter contre les chasseurs et les bombardiers japonais. Et voici comment une impréparation militaire, l'incapacité des services secrets américains à déterminer le lieu exact de l'attaque et la supériorité psychologique des Américains qui infériorisent de façon très importante leur adversaire japonais vont faire que va se produire l'une des pires défaites tactiques militaires américaines. Le désastre de Pearl Harbor. Mais nous y reviendrons dans le prochain épisode. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez un pouce bleu, vous la partagez, vous vous abonnez, et on se dit à la prochaine fois. Et surtout, portez-vous bien. Et comme vous le savez tous, l'histoire, c'est toi qui l'as fait.